Ne vous inquiétez pas, je lis absolument tous les commentaires, donc je fais cette vidéo aujourd'hui sur le transmetteur wireless de chez Godox. Allez, c'est parti. Salut à toi, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Alors il s'est passé quasiment un an entre ma vidéo sur le flash Godox V1 qui se trouve juste là, dans laquelle j'ai annoncé faire une vidéo justement sur le transmetteur, et aujourd'hui où je fais cette vidéo sur le module X2T qui est le transmetteur de chez Godox. Alors déjà désolé pour toutes celles et tous ceux qui attendaient cette vidéo, je sais que vous êtes nombreux dans les commentaires. C'est vrai que j'ai reçu le transmetteur après et longtemps après justement avoir fait la vidéo sur le Godox V1, mais quand je l'ai reçu, j'ai jamais vraiment pris le temps de le prendre en main, de faire des tests, et après j'avoue que j'ai un petit peu oublié parce que je m'en servais vraiment pas du tout. Donc c'est suite à plusieurs commentaires que là je me suis dit ok, c'est pas sérieux, il faut absolument corriger ça et présenter l'ensemble complet, donc c'est ce que je m'apprête à faire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors avant ça, sont arrivées deux mises à jour du Godox V1 durant l'année 2022, donc je vais prendre quelques petites secondes pour t'expliquer un petit peu comment effectuer ces mises à jour si jamais ça t'intéresse. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, si jamais ça t'intéresse pas, tu peux skipper directement au timecode qui s'affiche juste en bas dans la vidéo ou alors dans la description pour voir la présentation du transmetteur. Alors pour effectuer la mise à jour du Godox V1, il suffit de se rendre dans un premier temps sur le site officiel de Godox et d'aller dans l'onglet support et firmware. Bon, juste parce que c'est toi, je t'ai mis direct le lien dans la description, comme ça t'as juste à cliquer dessus et tu y es direct. Ensuite, il suffit de rechercher le bon firmware forcément correspondant à la marque de ton boîtier, c'est logique mais je préfère le préciser quand même. Prends pas la mise à jour de Canon si t'es sur Sony et inversement. Moi je vais prendre celle de Canon parce que c'est ce que j'utilise. Une fois que c'est bon, il va falloir également télécharger le petit logiciel qui va t'aider à faire la mise à jour, donc il s'agit de Godox G3 Launcher. Il faut avoir le logiciel sur son PC pour être en mesure d'effectuer la mise à jour. Donc il y a bien entendu une version PC et une version Mac, donc dépendant de ton système, moi je te laisserai choisir. Perso, je suis sur PC, donc je vais prendre Godox G3 Launcher pour Windows. Ensuite, je vais pas t'expliquer comment installer un logiciel, je le décompresse, je l'ouvre et ensuite j'ouvre le petit fichier exe, et une fois que c'est bon, je peux venir connecter mon flash à mon PC via le port USB. Alors si jamais tu es bloqué sur cette page, sache que tu peux changer la langue ici, donc par défaut il me semble que c'est marqué Zhongwen, ici ça veut dire chinois en chinois, donc tu peux sélectionner English, ce sera plus simple. Malheureusement il n'existe pas de version française, mais bon, c'est quand même plus simple de l'avoir en anglais plutôt qu'en chinois. Ensuite, pour connecter ton flash à ton PC, il faut reconnaître que c'est pas hyper pratique. Il faut dans un premier temps enlever la batterie pour retirer le cache du port USB-C et connecter le câble USB à ton PC. Donc le câble USB, il me semble qu'il était fourni avec le flash, et enfin une fois que tu as connecté ton câble, tu peux remettre la batterie. Donc une fois que tout est prêt, tu peux cliquer sur Open File et tu viens rechercher l'emplacement où est stockée la mise à jour, et tu peux cliquer enfin sur Update. Bon, les mises à jour qui sont arrivées cette année, elles concernent vraiment pas tout le monde. Tu peux voir d'ailleurs quelles améliorations ont été faites sur ce PDF qui s'affiche juste là. Moi personnellement, je suis pas concerné car ça a vraiment aucun impact sur mon utilisation, mais si jamais t'aimes bien avoir tes produits avec la dernière mise à jour, maintenant tu sais comment faire pour le flash Godox V1. Allez, on passe maintenant à la présentation du transmetteur. Donc je vais pas mal utiliser les termes que j'ai déjà employés lors de ma vidéo du Godox V1. Donc si jamais des choses pour toi semblent un petit peu floues, si jamais j'emploie des termes techniques et tout, réfère-toi à cette vidéo et reviens ici après pour que tu aies vraiment toutes les infos concernant le flash en lui-même. Alors ce transmetteur, c'est le modèle X2T, il me semble qu'il vient avec un pack avec le flash, et il peut s'acheter séparément également. Moi c'est ce que j'ai fait parce qu'il n'y avait pas le pack quand je l'ai acheté. Et attention encore une fois à bien choisir le modèle qui correspond à la marque de ton flash ainsi qu'à la marque de ton boîtier. C'est vraiment hyper important, je me répète, mais il faut vraiment pas se louper sur ce côté là. Alors il possède évidemment une griffe en dessous pour venir le fixer sur le boîtier, mais également une griffe au-dessus sur laquelle tu peux venir fixer d'autres accessoires. Alors il fonctionne pas avec une batterie comme le V1, mais avec deux piles LR06. Alors je sais plus si elles sont fournies, mais il me semble pas, mais au cas où prévoit des piles ou des piles rechargeables en plus. Au niveau de la taille et du poids, on est sur quelque chose d'assez léger et compact puisqu'il pèse que 90 grammes et mesure seulement 5,8 cm de haut et 7 cm de long et de large. Donc ça c'est un bon point, ça va pas rajouter un poids considérable en plus sur mon boîtier, et ça c'est cool, ça va permettre d'utiliser un flash, de pouvoir le placer n'importe où, de pouvoir contrôler les réglages, de pas être embêté par le flash en lui-même car il est placé sur le boîtier, et également de ne pas avoir un poids supplémentaire sur le boîtier. Au niveau des boutons, on retrouve sur le côté droit le bouton on-off ainsi que le bouton d'assistant de focus. Alors je sais pas trop comment on l'appelle ce bouton, en anglais on dit AF Assist Beam, donc on pourrait traduire par faisceau d'assistance en gros. En fait ça va permettre à ton appareil de pouvoir faire le point si jamais une scène est mal éclairée grâce justement à la lampe qui se trouve à l'arrière du transmetteur. Donc sur la partie supérieure on a les boutons A, B, C, D, E qui vont te permettre de pouvoir changer de groupe, donc ça on le verra tout à l'heure, et tu as également le bouton
bouton test, si jamais tu appuies dessus, bah, ça va déclencher le flash ou pas, dépendant de si la connexion est effectuée correctement ou non. Donc je t'avoue que moi cette fonctionnalité, je m'en sers quasiment à chaque fois que j'utilise le transmetteur parce que bah, ça peut arriver parfois qu'il y ait des pertes de connexion et du coup bah, au lieu de faire des photos loupées et de faire attendre les gens devant le cadre, bah là tu fais tes réglages et tu testes grâce à ce bouton si jamais le flash apparaît, c'est que la connexion est bien faite. Donc si jamais tu fais une demi-pression, bah, tu verras le témoin lumineux apparaître en vert, donc ça signifie que le focus se fait correctement et si jamais tu appuies sur le bouton, tu verras la LED apparaître en rouge et normalement tu verras ce flash fonctionner. Alors ce bouton c'est exactement le même bouton que celui qui est situé sur le flash Godox V1 directement, sauf que là tu l'actionnes à distance. Ensuite sur la partie qui est face à nous, on a le bouton mode et le bouton verrouillage, donc une simple pression on a le bouton mode donc pour naviguer entre les différents modes et si on appuie un peu plus longtemps on peut verrouiller le transmetteur. On a ensuite le bouton menu ainsi que le contrôle de la lampe pilote et en bas le bouton de sélection. Donc juste en dessous de tout ça on a la roue de sélection, donc c'est ici qu'on va pouvoir venir naviguer dans les différents réglages, les menus et les options du transmetteur. Et enfin sur la partie de gauche on a un port USB et une prise jack 3.5. Je t'expliquerai tout à l'heure à quoi elle sert. Donc lorsqu'on allume le transmetteur, la première chose qu'on va devoir faire c'est de le synchroniser forcément avec le flash. Donc pour ça il faut aller dans les menus et régler les deux appareils sur le même canal. Donc moi j'ai choisi le CH21, tu choisis ce que tu veux bien évidemment, ça va jusqu'à 32, donc il y a 32 canaux différents, donc là tu as le choix. Et ensuite tu fais la même chose avec l'ID, donc ça doit être l'identifiant, tu choisis les mêmes sur les deux appareils pour être sûr qu'ils soient synchronisés sur la même fréquence et éviter justement des interférences avec d'autres appareils de la même marque utilisés par d'autres personnes. Donc là tu as le choix, ça va de 0,1 à 99. Donc sur le flash, pour accéder au mode transmetteur, il suffit d'appuyer sur le bouton à droite jusqu'à ce que tu vois apparaître cette petite antenne et le display qui s'affiche en orange. Donc avant l'utilisation, moi je vais te montrer comment sont disposées les infos sur l'écran pour que tu ne sois pas perdu lorsque je t'expliquerai les différents modes tout à l'heure. Alors tout d'abord sur la gauche tu as les groupes de menus, donc ABCDE comme on a vu tout à l'heure, et tu peux voir que lorsque je change de mode, bah, ça vient directement afficher le groupe concerné. Donc jusque là c'est logique. Ensuite en face de chaque groupe, bah, tu as le mode, donc moi j'ai paramétré en A le mode manuel, en groupe B le mode manuel aussi, enfin j'ai plusieurs réglages différents et en vrai c'est un gain de temps parce que bah, ça évite de devoir changer les paramètres en permanence et surtout de se tromper dans les réglages. Tu peux créer jusqu'à 5 presets différents à l'aide des 5 groupes et une fois que tout est prêt, bah, t'as plus qu'à changer de groupe sur le flash pour changer de mode. C'est vraiment aussi simple que ça. Moi j'ai même pas eu à créer 5 presets, j'en ai seulement 3 et parfois je passe au mode TTL sur le groupe A dépendant de la situation dans laquelle je me trouve et 2 valeurs différentes du mode manuel sur les groupes B et C, et là lorsque je change de groupe sur mon flash, bah, ça va appliquer les réglages que j'ai paramétrés directement à partir du transmetteur. Après si jamais tu possèdes plusieurs flashs identiques, bah, tu peux paramétrer un flash en groupe A et un autre en groupe B et ainsi de suite pour pouvoir les utiliser en même temps et les déclencher à distance. Ensuite sur l'écran à droite j'ai le numéro du channel avec le CH21, donc il est également dispo sur le flash juste ici. Il y a le témoin de connexion de la caméra, le témoin de signal sonore. Perso moi je l'ai désactivé, on verra dans quelques instants comment on fait dans le menu. On a aussi le témoin de lampe de contrôle, le témoin de prise rapide et de synchronisation de deuxième rideau, donc pour ça je te renvoie à la première vidéo que j'ai faite à ce sujet, hein. Je vais pas réexpliquer tous les termes techniques en détail. Et enfin en bas à droite on a le témoin de la batterie. Donc maintenant on va faire un petit tour dans les menus pour que je te présente un peu tout ce qu'on peut retrouver et configurer. Donc déjà on peut voir ici à droite la version du firmware qu'on utilise, donc si jamais tu vois sur le site qu'il existe une version un peu plus récente que celle-ci, bah, je t'invite à la télécharger si jamais t'en as envie. En bas à droite on peut voir qu'il existe 4 pages de menus, donc sur la première page on a tout d'abord les différents modes de synchronisation avec le mode normal, le mode haute vitesse et le mode synchronisation deuxième rideau. Ensuite on a le Bluetooth, donc ça veut dire qu'on peut venir contrôler le transmetteur à distance à l'aide d'une appli Godox sur smartphone. Personnellement moi je vois pas du tout l'intérêt d'une utilisation comme celle-ci parce que bah, ça nous fait rajouter une connexion en plus alors qu'on a déjà bien assez à s'occuper du boîtier, du transmetteur, du flash, de l'appareil, du sujet, tout ça. Enfin il faut pas oublier que la fonction première de tout ça c'est de faire des photos, donc je vois pas trop l'intérêt de se perdre avec un smartphone en plus. Bref, ensuite on a le bip que tu peux désactiver, donc moi je l'ai fait personnellement. En dessous tu as le zoom, donc comme pour le Godox V1 tu peux aller de 24 à 200 et également en mode automatique, mais ce que je trouve pas pratique c'est de devoir à chaque fois aller dans le menu pour changer le zoom, mais pour ça il existe une technique pour changer automatiquement quand on passe du transmetteur au flash. Il suffit de mettre le zoom du flash en automatique, donc les 3 petits tirets, et du coup lorsque tu vas changer de valeur de zoom sur le transmetteur, bah ça va la changer également sur le flash directement. Allez on poursuit les menus. Sur la deuxième page on va avoir le scan. Alors en fait quand on lance le scan, vu que ce sont des connexions Wi-Fi entre les deux appareils, et bien en fait il va analyser les fréquences aux alentours et nous proposer une liste de canaux qui bah a priori ne craignent pas les interférences. Donc moi c'est pour ça que j'ai choisi le 21, c'est parce que lorsque j'ai fait la configuration, bah, c'était la première valeur qui m'avait été proposée, donc je suis parti sur ça. Donc ça bah, personnellement moi je le fais de temps en temps quand je change d'environnement, notamment parce que bah, il se peut qu'il y ait des pertes de connexion et de fréquences entre le transmetteur et le flash, donc du coup bah, pour bosser c'est un petit peu contraignant
contraignant, donc si je change d'environnement comme je l'ai dit, je fais un scan au début, comme ça je suis sûr de bosser avec une fréquence qui, à l'endroit où je suis, ne risque pas les interférences et donc je pourrais bosser un peu plus sereinement. Ensuite on a le canal, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est ici qu'on vient le sélectionner. Juste en dessous on a l'identifiant qu'on a aussi vu tout à l'heure, donc ça va de 0,1 à 99, je le rappelle. On a le PC Sync, donc ça c'est pour pouvoir synchroniser d'autres transmetteurs et d'autres flashs, donc là on peut les relier justement à l'aide d'un câble jack, cette fameuse prise jack qu'on a vu tout à l'heure. Donc moi vu que j'ai un seul transmetteur, je peux pas te montrer d'exemple, mais si jamais tu en possèdes plusieurs, et bien il sera possible de les relier entre eux pour qu'ils agissent ensemble. En tout cas j'ai pas essayé personnellement, mais c'est ce que j'ai compris. On a une fonction delay, donc ça c'est pour contrôler le délai du flash en mode haute vitesse, donc on a le choix entre le laisser sur off et n'importe quelle valeur entre 0,1 et 9,9 millisecondes. On a l'option shoot dans laquelle on retrouve trois fonctions, donc par défaut c'est réglé sur le petit bonhomme qui est tout seul, tu peux le régler sur groupe de personnes et sur app. Alors en fait ça va être utile de mettre sur groupe de personnes, par exemple si jamais tu te trouves dans une pièce avec d'autres photographes qui utilisent les mêmes modules avec les mêmes flashs, et app c'est quand on va utiliser un flashmètre ou un posemètre et pouvoir tout gérer à distance. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que là on rentre vraiment dans la catégorie très technique, mais c'est un monde que je connais absolument pas en plus. Donc si jamais tu veux plus d'infos, je te laisse des liens dans la description pour que tu te renseignes sur les posemètres, les flashmètres et tout ça. Le menu distance, donc là tu as le choix entre 0 à 30 mètres et 1 à 100 mètres. Personnellement moi j'ai choisi 0 à 30 mètres parce que je travaille souvent avec le flash pas très loin de moi, et même s'il est en déporté, il est rarement à plus de 30 mètres. Déjà si tu es à plus de 30 mètres, il va falloir une sacrée focale pour aller chercher ton sujet, et puis en plus le fait de se mettre à 1 ou 100 mètres peut causer des dysfonctionnements parce que si tu es à moins d'1 mètre, le flash s'activera tout simplement pas, ou alors très rarement il y aura des pertes de connexion. On a l'option step, alors celle-ci elle est très intéressante car c'est ici qu'on va venir modifier le mode de changement d'intensité. Donc tu peux bosser avec des valeurs de tiers entre chaque palier ou bien par dixième pour être plus précis. Le menu groupe, c'est ici que tu vas venir paramétrer quel type de groupe tu souhaites avoir sur le transmetteur, soit 3 groupes, dans ce cas on aura les groupes A, B et C, soit 5 groupes comme mon cas en ce moment, A, B, C, D et E. On a l'option standby, donc là c'est pour choisir quand le transmetteur se met en pause, donc soit jamais, soit au bout de 60 secondes, 30 minutes ou bien 1 heure. L'option light, donc là c'est la luminosité de l'écran du transmetteur, l'écran LCD, donc soit il reste allumé pendant 12 secondes et au-delà de ce délai il s'éteint, soit il n'est jamais allumé, soit il est tout le temps allumé. Donc moi je le laisse sur on en permanence parce que c'est assez contraignant le fait qu'il s'éteigne tout le temps. Et enfin le LCD c'est pour régler le contraste de l'écran, donc ça va de 0, plus 1 ou moins 1. Donc voilà pour ce qui est du tour, de la petite présentation rapide des menus. Donc une fois que tout est bon, qu'on a tout repéré, tu vas pouvoir commencer à utiliser le flash en déporté, et c'est tout l'intérêt justement d'avoir ce module. Donc pour ça tu peux venir choisir les différents modes présents sur ce flash à partir du transmetteur, à savoir le mode TTL. Donc ça je vais pas revenir dessus, mais en gros c'est le mode de compensation automatique, ça veut dire que peu importe comment est la scène et comment tu es en train de photographier, le mode TTL va calculer l'intensité nécessaire du flash pour que ta photo en fonction de tes réglages du boîtier soit parfaitement exposée. Donc pour ce mode tu peux également choisir la compensation en appuyant sur la touche 7 et en faisant tourner la molette, donc soit vers la gauche soit vers la droite dépendant de si jamais tu veux plus ou moins de puissance. Alors le mode TTL tu peux l'utiliser en synchronisation normale, auquel cas tu pourras pas dépasser 1/250e de seconde sur ton shutter. Donc dans mon cas j'utilise souvent le mode HSS, donc le mode de synchronisation à haute vitesse. Ça va me permettre de pouvoir augmenter ma vitesse d'obturation, à savoir que je peux aller jusqu'à 1/8 de seconde. Et autre chose également qu'il faut noter, c'est que lorsque tu désactives le mode HSS, le boîtier va se remettre directement en 1/250e de seconde. Donc ça faut vraiment faire attention à tes réglages si jamais tu changes de mode comme ça. Et on peut également utiliser la synchronisation deuxième rideau, donc ça j'en ai déjà parlé lors de ma précédente vidéo, je t'invite encore une fois à aller la regarder si jamais tu veux en savoir plus. Donc tu t'en doutes bien, on peut également choisir le mode M, donc le mode manuel, et là tu vas pouvoir choisir l'intensité de ta compensation manuellement. Donc ça je m'en sers pas mal, tout comme le mode TTL, mais pas dans les mêmes circonstances. Le mode M lui va me servir vraiment pour déboucher une zone d'ombre et quand il me manque un poil d'éclairage sur ma scène, ou alors pour contrôler mon éclairage de manière vraiment très précise. Le mode TTL, moi je vais m'en servir plus pour du run and gun quand je fais de la soirée, de l'événementiel, des trucs comme ça. J'oriente mon flash vers une zone blanche qui reflète et j'ai ma lumière diffuse. Alors les valeurs disponibles en mode manuel, c'est comme pour le flash Godox V1, ça va de 1/256 à 1,1 avec des valeurs qui évoluent soit de 0,3 soit 1/10 entre chaque palier. Donc tu le vois sur l'écran, lorsque je viens modifier ma valeur du transmetteur, ça va directement changer sur le flash, donc le délai est vraiment court, la synchronisation entre les deux appareils est vraiment top, donc pour ça j'ai rien à dire.
Donc pour passer du mode M au mode TTL, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton mode et le changement va se faire directement. Alors il y a également un autre mode qui est présent sur le transmetteur, c'est un réglage lorsque tu vas utiliser plusieurs flashs en même temps. Donc tu peux régler la fréquence, le nombre de flashs et l'intensité. Je crois que tu peux en régler jusqu'à 5 et il y a toujours les lettres A, B, C, D, E de dispo. Donc ça personnellement je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas un mode que je vais utiliser vu que j'ai qu'un seul flash, donc je vais pas aller plus loin. Si jamais tu veux en savoir plus, je pense qu'il y a d'autres photographes spécialistes des flashs qui vont parler de ce sujet dans d'autres vidéos. Alors du coup, tout l'intérêt d'utiliser un flash en déporté, c'est pour pouvoir le positionner un petit peu où on veut par rapport à notre sujet et apporter une certaine luminosité manquante. Donc c'est utilisé souvent dans des situations de faible luminosité ou alors en studio pour contrôler vraiment l'éclairage de manière optimale, mais pas que, on peut aussi l'utiliser en extérieur, en plein jour si jamais on veut déboucher une zone d'ombre et rendre notre photo un peu plus homogène ou alors donner un look spécifique. Donc moi j'ai fait pas mal de tests, je suis allé d'abord en extérieur pour faire quelques petits essais de photos. Alors j'étais tout seul dans un premier temps dans une forêt. La luminosité était assez homogène car il faisait gris dehors, il y avait quasiment pas d'ombre, donc des conditions parfaites pour moi pour faire des photos en forêt, histoire de faire quelques tests avec le flash en déporté, de le prendre en main et surtout de comprendre comment le positionner par rapport à la situation dans laquelle j'étais. Donc là j'étais en mode M, donc en mode manuel, je crois que j'étais à 1.16 au niveau de la compensation et le flash orienté vers mon sujet. Donc j'ai fait quelques tests sur ce suite également, je te mets les photos à l'écran. Ensuite, j'ai fait quelques portraits, alors c'était vraiment pas évident car je devais à la fois positionner mon flash, mettre le retardateur, me positionner, faire le focus, faire semblant de poser, tout ça. Je te cache pas qu'il a fallu pas mal de réglages pour arriver à un résultat à peu près potable et avec les retouches, ça donne ça. Alors quelques jours plus tard, je suis retourné en forêt, mais cette fois-ci pas seul. Je suis allé avec Camille, une amie qui a bien voulu être mon modèle pour cette série de tests. Donc un grand merci à toi pour ça. On a commencé par quelques photos en plein milieu de la forêt, histoire de prendre en main le transmetteur, le flash, l'environnement, tout ça. C'était encore une journée où il faisait gris, c'était très tôt le matin, il y avait beaucoup de brouillard dehors. Et là j'avais placé mon flash un petit peu face au sujet, me orienter 3/4 vers le ciel, un peu désaxé par rapport au sujet, histoire d'avoir une source lumineuse mais pas trop marquée. Alors l'idée ici c'était d'éclairer suffisamment mon sujet pour qu'elle soit correctement exposée et d'avoir un effet sombre au milieu de la forêt, donc en arrière-plan. Alors il y avait quand même pas mal de luminosité comme tu peux le voir sur cette caméra, donc le flash est vraiment parfait pour avoir ce rendu. Alors j'ai fait pas mal de tests et du coup je me suis rendu compte que le flash était un petit peu trop puissant, alors j'aurais peut-être pu l'incliner un peu plus vers le ciel pour que la lumière arrive moins sur le sujet, qu'elle soit moins brute, ou alors placer le flash un petit peu plus loin. Quoi qu'il en soit, là c'était juste pour tester au début, tu verras tout à l'heure que j'ai fait des photos un petit peu meilleures. Ensuite on est allé un petit peu plus loin et on est arrivé sur le bord de la plage, donc le brouillard était vraiment très présent à tel point qu'on voyait à peine les vagues. Donc là j'avais une idée de photo en tête, donc on s'est mis en place pour essayer ça. Donc là j'avais placé le flash à gauche de Camille, donc toujours en direction à moitié du ciel et incliné vers le visage. Alors je me souviens plus trop de la compensation que j'ai utilisée, mais je me souviens avoir fait beaucoup de changements parce qu'au début j'étais trop faible. Après je suis passé en mode HSS car vu qu'elle marchait, je voulais figer mon sujet et augmenter mon shutter et avoir zéro flou sur mon image, donc j'ai augmenté ma compensation également. Après c'était trop intense donc j'ai diminué, enfin bref j'ai fait pas mal de réglages jusqu'à ce que je trouve le bon réglage et j'ai réussi à faire cette série de photos, donc je suis assez content. Et après quelques retouches, j'ai obtenu ce résultat. En direction de la forêt et je voulais tester quelques photos avec le 15-35 avant de repartir. Tout à l'heure sur les exemples précédents j'étais avec le 70-200 f4. Donc la première photo ici est totalement loupée, le flash pointe vers le sujet, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Les photos suivantes sont un petit peu mieux, la lumière est un peu plus diffuse, moins brute et c'est justement ça que je recherchais. Ensuite j'ai voulu tester des effets de lumière avec mes pavotubes, je les ai positionnés en direction du sujet avec une lumière verte contre ce tronc d'arbre, mais avec le flash ça a quasiment rien donné, le vert
n'était pas du tout présent sur l'image. Il aurait fallu faire la même photo sans flash pour avoir l'effet de couleur que j'avais en tête. Mais bon, ça c'est pas très grave, on n'était pas là pour utiliser les pavotubes, on était là pour utiliser le transmetteur et faire des tests. Ça peut pas réussir à tous les coups, donc on continue. Et après avoir trouvé les bons réglages, j'ai réussi à faire cette série de photos. Poursuit le shooting cette fois-ci en intérieur, donc là l'idée c'était d'avoir un contre-jour mais d'arriver quand même à éclairer mon sujet à la face et pas avoir l'arrière-plan surexposé. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps c'est que j'ai exposé correctement par rapport aux hautes lumières, donc par rapport à l'arrière-plan, et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai positionné le flash de manière à ce qu'il vienne refléter sur le plafond qui était blanc et ainsi ramener la lumière nécessaire qui me manquait sur le visage de mon sujet. Donc là on a fait quelques tests, je te laisse découvrir les photos. Et enfin, dernier test en intérieur avec cette fois un arrière-plan lumineux et des pavotubes placés sur la gauche du sujet. Le flash était placé à droite et vient diffuser la lumière grâce au plafond. Ce qui est assez intéressant je trouve, c'est la différence entre ces deux photos. Avec le flash placé à gauche par rapport au sujet, on peut faire croire que la baie vitrée ou la source principale de lumière se trouve de ce côté alors que pas du tout. La vraie source lumineuse dans cette pièce provient de la droite du sujet justement, donc ce qui montre la différence que peut générer un flash lors de shooting photo, surtout en intérieur. Donc voilà, quant à l'utilisation du flash Godox V1 connecté à ce transmetteur, le X2T de chez Godox également. J'aurais aimé faire plus de tests, notamment avec un grand soleil et du ciel bleu, mais aussi avec l'utilisation d'un réflecteur. J'ai pas mal d'idées en tête. Malheureusement en ce moment c'est l'hiver, il fait pas beau du tout, et puis quand il fait beau j'ai autre chose de prévu, donc ça pourra éventuellement faire l'objet d'une prochaine vidéo sur la chaîne. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais ce concept te plaît. Moi je ferai ça avec grand plaisir en expliquant les setups, les réglages, tout ça. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si jamais tu kiffes ce genre de contenu, et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao.